Tout est si parti d'un simple mot prononcé à Ouagadougou, un « non » lancé depuis le palais présidentiel, qui a soudainement fait trembler les marchés et les chancelleries. En refusant de céder l'or du Burkina Faso sous la pression internationale, Ibrahim Traoré a défié à la fois les créanciers, les institutions financières et un ordre économique construit contre les pays africains. Derrière ce refus apparemment solitaire se joue pourtant une question centrale. Que peut espérer un peuple quand il décide de tout risquer pour sa souveraineté? Et si ce pari risqué, né au cœur du Sahel, annonçait un tournant décisif pour l'Afrique entière? Le refus initial a ouvert un champ d'incertitude où chaque décision peut redessiner l'avenir du Burkina Faso. Ce moment ne représente pas seulement un acte politique, mais une bifurcation stratégique dont dépend la stabilité économique, la cohésion sociale et la place du pays dans le Sahel. Au cœur de cette situation se trouve un bénéfice clair, la possibilité pour un État d'affirmer une souveraineté économique totale, une promesse que peu de nations africaines ont pu transformer en réalité. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque majeur. Toute erreur de calcul peut exposer le pays à un isolement prolongé, à une contraction des échanges et à une pression diplomatique accrue. Les alliés traditionnels pourraient se distancer, tandis que les partenaires émergents pourraient ne pas suffire à compenser les manques immédiats. Un micro-dilemme apparaît alors. Jusqu'où un pays peut-il pousser sa quête d'indépendance sans compromettre la sécurité quotidienne de sa population? Et surtout, comment transformer un geste de résistance en stratégie durable, capable de résister aux secousses régionales et aux fluctuations géopolitiques? Le premier signe tangible de basculement est apparu en moins de 3 heures, lorsqu'un décret d'urgence a été rédigé et qu'un contrôle total des exportations d'or a été imposé. Ce laps de temps extrêmement court a révélé le degré de préparation interne. Près de 70% des flux aurifères étaient désormais placés sous supervision directe de l'État. Ce mini-révélation n'est pas anecdotique. Elle montre que le refus initial d'Ibrahim Traoré n'était pas une impulsion isolée, mais l'aboutissement d'un raisonnement stratégique mûri, construit autour d'une conviction centrale. Un pays ne peut rester souverain s'il laisse ses ressources vitales entre des mains extérieures. Dans les semaines précédant l'ultimatum de Donald Trump, les signaux d'alerte s'étaient multipliés. Les pressions diplomatiques se faisaient plus insistantes. Les experts évoquaient des réajustements nécessaires et plusieurs partenaires économiques européens tentaient d'obtenir des concessions rapides. Le Burkina Faso se retrouvait alors dans un carrefour délicat, pris dans un jeu d'influence où chaque mot prononcé par la présidence pouvait déclencher une réaction en chaîne. Le refus final a donc servi de catalyseur. À l'intérieur du pays, il a galvanisé une population frustrée par des années de dépendance financière. À l'extérieur, il a envoyé un message clair à ceux qui considéraient encore le Sahel comme une simple zone d'extraction. La résistance burkinabé n'était plus une hypothèse. Elle devenait une dynamique visible, ancrée dans un contexte continental, marqué par le rejet croissant de la domination économique. Dans ce vaste tableau africain, l'acte de Traoré s'inscrit dans une tendance plus profonde, celle d'un continent cherchant à contrôler ses richesses stratégiques, à revisiter ses alliances et à s'affranchir des modèles économiques hérités de l'ère coloniale. Le Burkina Faso, pays souvent considéré comme périphérique dans l'équilibre mondial, se retrouvait soudain projeté au centre d'une discussion plus large sur la souveraineté, la dette et la capacité réelle d'un État africain à dire non sans s'effondrer. Au centre de cette dynamique naissante, une figure s'impose comme fil conducteur. Ibrahim Traoré, dont la posture mêle détermination politique et prudence stratégique. Son jeune âge contraste avec la gravité de la situation, mais c'est précisément cette combinaison atypique qui a façonné la manière dont il a géré les premières heures de la crise. Les images diffusées à travers le pays, montrant le président en uniforme aux côtés de ses conseillers militaires, ont rapidement donné un visage à la résistance burkinabé. Les premiers effets se sont manifestés presque immédiatement.
Dans les rues de Ouagadougou, des rassemblements spontanés ont émergé, formant une mosaïque de soutien qui dépassait les clivages habituels. Cette mobilisation sociale a servi de baromètre précoce. La population, fatiguée des ingérences extérieures, voyait dans ce refus une affirmation collective de dignité. Parallèlement, plusieurs unités de l'armée ont été redéployées vers les zones minières stratégiques afin de renforcer la protection des infrastructures nationales. Cette réaction intérieure s'est accompagnée de signaux plus discrets mais déterminants. Les conseillers économiques ont accéléré leurs consultations pour identifier des partenaires régionaux capables de compenser d'éventuelles ruptures d'échanges. Des discussions avec le Mali et la Guinée ont été initiées dès les premières réunions d'urgence, ouvrant une voie de coopération plus resserrée entre pays sahéliens. Ces premiers mouvements révèlent un fait essentiel. La résistance ne repose pas uniquement sur une déclaration de principe, mais sur une organisation réactive, capable de transformer une position politique en dispositif opérationnel. L'enjeu immédiat devient alors clair: tenir assez longtemps pour transformer l'élan populaire en stratégie durable. Le déclenchement a eu lieu dès l'instant où le refus officiel a été rendu public. Le communiqué présidentiel, bref et ferme, a circulé sur les ondes nationales avant de se propager sur les réseaux sociaux en quelques minutes. L'effet a été immédiat. Les chancelleries occidentales ont réagi par une série de messages alarmistes, évoquant des conséquences graves pour l'économie burkinabé. À Ouagadougou, pourtant, l'atmosphère était différente. Un mélange de stupeur, d'enthousiasme et de crainte lucide s'installait, comme si la population savait qu'un seuil irréversible venait d'être franchi. La réaction internationale n'a pas tardé. Des experts financiers ont été mobilisés pour évaluer le risque, et certains gouvernements occidentaux ont proposé des consultations urgentes. Les marchés, eux, ont montré une nervosité soudaine. Les analystes prévoyaient des sanctions commerciales rapides, et plusieurs organismes évoquaient déjà la suspension de lignes de financement. Mais cette agitation extérieure n'a pas entamé l'élan intérieur. Les manifestations de soutien, d'abord modestes, se sont élargies jusqu'à devenir des rassemblements de milliers de personnes. Le ton changeait. Le pays prenait conscience de la portée historique du geste accompli par Ibrahim Traoré. Le sommet de tension est apparu lorsque les premières mesures de sécurité ont été activées. Les unités spéciales ont sécurisé les axes routiers menant aux mines. Les dépôts logistiques ont été inspectés. Les communications sensibles ont été restreintes pour éviter toute fuite stratégique. Parallèlement, une cellule diplomatique a été formée afin d'anticiper les retombées régionales. Le Mali et la Guinée ont immédiatement accepté d'ouvrir des discussions, créant ainsi un début de front sahélien sur la question de la souveraineté minière. La présence de ces alliés potentiels a modifié la dynamique. La résistance burkinabé cessait d'être un geste solitaire. Le moment critique est survenu lorsque les sanctions ont commencé à prendre forme. Certaines compagnies étrangères ont suspendu leurs opérations. Les partenaires traditionnels ont réduit leurs échanges. Des institutions financières ont envisagé de réévaluer leurs engagements. Cette pression accrue aurait pu paralyser l'économie. Pourtant, elle a plutôt accéléré la mise en place d'accords alternatifs. Des négociations ont débuté avec des pays africains et asiatiques pour maintenir les flux commerciaux essentiels. Le gouvernement tentait de transformer l'urgence en opportunité. Les répliques se sont ensuite multipliées. Dans les villages proches des zones minières, la présence renforcée de l'armée a rassuré autant qu'elle a surpris. Dans les administrations, les priorités ont été réorganisées. Dans les médias régionaux, la décision burkinabé a fait l'objet d'un large débat. Le Sahel observait un pays qui prenait un risque calculé pour reprendre le contrôle de ses ressources. Ce fil d'événements montre une montée en intensité structurée. Un choc initial, une escalade diplomatique, un point de bascule sécuritaire et enfin une phase d'ajustement qui prépare les défis suivants. Le pays avance désormais dans une zone où chaque décision pèse double. L'histoire en mouvement réclame une stratégie claire pour tenir la durée. La transition s'est matérialisée par un premier écart chiffré.
La part de l'or exporté sous contrôle étranger est passée d'environ 65% avant la décision à une proportion nettement réduite après l'instauration du décret d'urgence. Ce basculement indique une réorientation interne décisive. Le changement de contrôle a servi de moteur initial au redéploiement économique. Cette variation, loin d'être un détail technique, représente un transfert de pouvoir inédit vers l'État. Elle montre également que les marges d'action nationale peuvent s'élargir lorsque les flux stratégiques sont maîtrisés. Un second indicateur met en lumière l'ampleur de cette réorganisation. Le volume d'or directement géré par les autorités a presque doublé, atteignant 70% du total national, quelques semaines après l'annonce officielle. Ce franchissement de seuil constitue un signal fort pour les partenaires régionaux. La centralisation accrue a permis d'envisager des mécanismes de négociation plus stables. Elle a également créé une base financière plus prévisible pour les projets publics. La progression rapide prouve que la décision n'a pas été appliquée de manière improvisée. La troisième donnée concerne l'évolution des recettes minières, qui ont enregistré une hausse d'environ 15% dans le même laps de temps. Cette augmentation résulte de deux moteurs complémentaires, la réduction de l'évasion de ressources et la consolidation des circuits officiels. Le gain obtenu n'a pas supprimé toutes les vulnérabilités, mais il a permis d'assurer une marge de manœuvre budgétaire supplémentaire. Il a surtout renforcé l'idée que la souveraineté économique peut produire des résultats mesurables. Cette dynamique a contribué à stabiliser la confiance publique. Les effets de ces trois indicateurs ne se limitent pas au seul secteur minier. Les premiers réinvestissements dans les infrastructures ont engendré une réallocation plus rationnelle des fonds nouvellement disponibles. Des chantiers de routes, de centres scolaires et de structures médicales ont été réactivés, donnant une visibilité concrète aux implications de cette nouvelle orientation. La population observait un début de transformation qui dépassait les discours. L'État cherchait à démontrer la portée pratique de ses choix. Le terrain devenait un espace de validation immédiate. Ces résultats ont également influencé les relations extérieures. Plusieurs partenaires africains ont perçu l'évolution burkinabé comme un précédent intéressant, capable de redistribuer certaines cartes régionales. Les discussions bilatérales ont gagné en intensité et ont ouvert de nouvelles perspectives d'intégration commerciale. La diversification des interlocuteurs a réduit l'exposition aux pressions classiques. Elle a aussi permis de maintenir une continuité minimale dans les échanges essentiels. Le pays tentait ainsi de transformer les contraintes externes en opportunités de repositionnement. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a consolidé son rôle en maintenant une cohérence entre principes politiques et outils économiques. La continuité de sa ligne directrice renforçait l'impression d'un projet construit sur plusieurs temporalités. La prise de risque initiale se voyait complétée par une série d'ajustements mesurés. La résistance cessait d'être un geste symbolique. Elle devenait un mécanisme articulé, capable de produire des effets tangibles malgré les incertitudes internationales. Les partisans de la résistance avancent un premier argument central. Le refus de céder les réserves aurifères constitue un acte de souveraineté indispensable dans un système où les règles économiques mondiales défavorisent structurellement les pays africains. Selon eux, la décision a permis au Burkina Faso de reprendre le contrôle d'un levier stratégique qu'il avait longtemps laissé à des acteurs extérieurs. Cette revalorisation interne représenterait un tournant historique, car elle crée les conditions nécessaires pour construire une économie capable de se financer par elle-même. Les soutiens mettent également en avant le fait que des pays voisins ont immédiatement perçu cette démarche comme un modèle à suivre, renforçant ainsi la crédibilité régionale du pays. Un second argument renforce cette position. Les premiers résultats, qu'il s'agisse de la hausse des recettes minières, de la diversification des partenaires ou de la mobilisation populaire, suggèrent que l'effet domino redouté par les institutions occidentales ne s'est pas produit. Des analystes africains considèrent même que la décision a servi de catalyseur politique en rendant visibles les possibilités d'une réorientation économique profonde. Les progrès initiaux démontrent que la souveraineté peut être un moteur de stabilisation
plutôt qu'un facteur de rupture. Ces constats poussent certains observateurs à estimer que le pays a franchi une étape déterminante dans sa quête d'autonomie. Face à ces deux arguments favorables, une objection demeure pourtant. Une partie des économistes redoute que les sanctions prolongées fragilisent la structure productive du pays et accentuent ses vulnérabilités sociales. Les institutions financières internationales rappellent que l'isolement peut réduire l'accès au marché, limiter les marges budgétaires et ralentir les investissements privés. Cette crainte n'est pas infondée, car les pressions extérieures se sont réellement intensifiées au fil des mois. Toutefois, les données disponibles montrent que la stratégie adoptée jusqu'ici a permis de maintenir la continuité économique minimale nécessaire. Cette situation suggère que la ligne défendue par Ibrahim Traoré repose sur une anticipation méticuleuse plutôt que sur une rupture improvisée, un tournant silencieux. Ce point médian apparaît lorsque la résistance burkinabé cesse d'être un événement strictement national pour devenir un cas d'étude continentale, observé avec une attention nouvelle par plusieurs gouvernements africains. Le geste initial, d'abord perçu comme une réaction isolée à un ultimatum jugé disproportionné, s'est transformé en déclencheur potentiel d'un rééquilibrage régional. Les débats internes aux capitales africaines témoignent de ce glissement. La décision d'un seul État du Sahel questionne soudain la légitimité des mécanismes financiers qui dominent encore les économies du continent. Ce basculement s'explique par un fait simple. Des pays longtemps considérés comme dépendants perçoivent désormais une fenêtre de manœuvre dans l'exemple burkinabé. Les premiers ajustements économiques réalisés à Ouagadougou renforcent cette perception, car ils prouvent qu'il est possible de stabiliser certaines structures malgré la pression internationale. Ce climat nouveau rejaillit sur les discussions régionales, où l'on évoque de plus en plus la nécessité d'un front économique africain. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré devient un point de référence, non pour son style politique, mais pour la trajectoire stratégique qu'il a choisie. Le Midpoint révèle ainsi une vérité plus large. La résistance n'appartient plus seulement au Burkina Faso, elle devient une variable du futur africain. Les répercussions pour l'État ont d'abord pris la forme d'un recentrage administratif. Les autorités ont réorganisé la gestion des flux miniers en renforçant les contrôles à haut point stratégiques et en mettant en place des unités de supervision dédiées. Ce redéploiement a permis de consolider les circuits officiels et de réduire significativement les pertes liées aux exportations informelles. La hausse progressive des recettes minières a offert une base budgétaire plus solide, suffisamment stable pour sécuriser les premiers investissements en infrastructures. L'administration a ainsi gagné en marge de manœuvre tout en affirmant un modèle de gouvernance resserré autour des intérêts nationaux. Les effets sur les entreprises locales ont été plus contrastés. Plusieurs acteurs privés ont profité de la transition pour renforcer leur participation aux chaînes de valeur nationales. Certains secteurs connexes, logistique, construction, services techniques, ont bénéficié de nouveaux contrats publics liés à la réorientation économique. D'autres entreprises, dépendantes des débouchés européens, ont éprouvé davantage de difficultés, notamment en raison du ralentissement des importations essentielles. Ce décalage interne révèle un paysage entrepreneurial en recomposition, cherchant à s'adapter aux nouvelles normes imposées par la souveraineté économique. Les conséquences pour la population ont été perceptibles dans la dynamique sociale. Une majorité de Burkinabés a interprété la résistance comme un acte collectif de dignité, renforçant la cohésion nationale. Les manifestations de soutien ont illustré un basculement psychologique. Le pays ne se percevait plus uniquement comme un acteur vulnérable face aux pressions internationales. Les premiers chantiers d'infrastructures ont offert de nouvelles opportunités d'emploi, contribuant à réduire certaines tensions sociales. Ce climat n'a pas effacé les inquiétudes, notamment face au coût de l'isolement, mais il a redonné un sentiment d'agency à une population longtemps frustrée. Les effets régionaux se sont diffusés à travers de nouveaux débats politiques au sein du Sahel. Plusieurs gouvernements ont observé l'évolution burkinabé avec une attention croissante.
y voyant une possible alternative aux modèles économiques dominants. Des discussions bilatérales ont été renforcées avec le Mali et la Guinée pour sécuriser les échanges commerciaux essentiels. Les diplomaties voisines ont également pris note de la réaction populaire positive au Burkina Faso, interprétant ce signal comme un indicateur de faisabilité politique pour leur propre démarche souverainiste. Une nouvelle réalité stratégique se dessine. La décision d'un État sahélien peut modifier l'équilibre régional. Dans cet ensemble de transformations, Ibrahim Traoré occupe une place charnière. Son choix a engendré une série d'effets imbriqués qui dépassent largement les frontières nationales. Les retombées concrètes démontrent que la résistance ne se limite plus à la gestion d'une crise immédiate, mais s'inscrit dans une redéfinition durable des rapports entre l'économie, la souveraineté et la stabilité régionale. Le scénario de base repose sur une stabilisation progressive de la production aurifère et sur une continuité prudente des alliances sahéliennes. Le pays maintiendrait un niveau de production proche de celui déjà atteint depuis l'instauration des nouvelles règles, permettant de conserver une marge budgétaire suffisante pour financer les projets publics essentiels. Dans ce cadre, les accords bilatéraux conclus avec le Mali et la Guinée continueraient d'assurer un minimum de fluidité commerciale. La pression occidentale resterait présente, mais n'atteindrait pas un seuil susceptible de provoquer une rupture systémique immédiate. Le Burkina Faso évoluerait alors dans une zone d'équilibre fragile mais viable. Le scénario optimiste s'appuie sur un élargissement régional plus marqué. Plusieurs États africains décideraient de renforcer leurs mécanismes de coopération économique, ouvrant la voie à un marché plus cohérent et moins dépendant des institutions financières internationales. Cette dynamique pourrait conduire à la création de circuits commerciaux alternatifs, notamment dans le secteur minier. Une croissance plus stable en résulterait, alimentée par des investissements publics mieux planifiés et par une participation accrue des acteurs privés nationaux. Le pays deviendrait alors un exemple de transition économique réussie dans un contexte hostile. Le scénario critique se distingue par l'intensification des sanctions et l'apparition de contraintes internes plus lourdes. Des ruptures d'approvisionnement compliqueraient le fonctionnement de secteurs stratégiques, tandis que les entreprises étrangères accéléreraient leur retrait. Les tensions sociales augmenteraient sous l'effet d'un ralentissement économique prolongé. Les partenaires sahéliens, eux-mêmes soumis à des pressions, pourraient réduire leur soutien, affaiblissant les relais régionaux nécessaires pour maintenir l'élan initial. Si ces facteurs se combinaient, alors le pays serait contraint d'ajuster sa stratégie pour éviter une dégradation durable de ses fondamentaux économiques. Ces trois trajectoires révèlent un même point essentiel. L'avenir dépendra autant de la capacité interne à consolider les acquis que de l'évolution des rapports de force internationaux. Le pays se trouve au seuil d'une période où chaque variation géopolitique peut redessiner les marges de manœuvre disponibles. La compréhension de ces scénarios offre un cadre pour anticiper les mutations à venir et évaluer la portée réelle des choix. Des choses engagées. Les répercussions de cette dynamique ne concernent pas uniquement les institutions ou les acteurs économiques. Elles touchent aussi ceux qui observent la situation depuis d'autres horizons africains. La résistance burkinabé a ouvert un espace de réflexion sur la manière dont un pays peut redéfinir ses priorités lorsqu'il se retrouve confronté à des pressions externes persistantes. Cette évolution interroge également la capacité collective à imaginer des modèles alternatifs dans lesquels les ressources locales sont traitées comme des leviers de développement plutôt que comme des variables d'ajustement dans un système globalisé. Ces débats, de plus en plus présents dans les médias et au sein des communautés, montrent que la question dépasse largement le cadre national. Les implications pour les jeunes Africains sont particulièrement significatives. Beaucoup voient dans cette trajectoire un exemple de repositionnement stratégique qui questionne la dépendance financière traditionnelle. Cette perception n'ignore pas les risques, mais elle met en lumière la possibilité de réévaluer les rapports économiques établis depuis des décennies. Elle souligne aussi l'importance d'une population informée,
capable de comprendre les enjeux et de participer aux discussions publiques qui façonnent l'avenir. La réception de ces événements révèle une aspiration plus profonde à dépasser les limites imposées par des structures qui ne reflètent plus les attentes contemporaines. Les résonances s'étendent également aux diasporas, qui interprètent cette transformation comme une invitation à repenser les liens entre développement interne et solidarité transnationale. Les débats qui en émergent offrent l'occasion de renouer avec des préoccupations essentielles: l'autonomie, la gouvernance et la projection à long terme. L'intérêt croissant pour ces discussions montre que les choix opérés dans un pays du Sahel peuvent susciter une réflexion globale. L'expérience burkinabé rappelle ainsi que les décisions nationales peuvent déclencher des dynamiques qui dépassent leur territoire d'origine. Le premier axe concerne la réorganisation du secteur minier, où l'État doit renforcer les capacités techniques internes afin d'assurer une gestion directe et durable des sites stratégiques. Les autorités du SATCIC doivent former des équipes locales spécialisées capables de superviser l'extraction, de contrôler la logistique et de garantir la transparence des flux. Les progrès seront mesurés par l'augmentation régulière des volumes maîtrisés et par la réduction des pertes informelles. Ce pilier donne au pays la stabilité nécessaire pour soutenir les autres réformes. Le deuxième axe porte sur l'intégration régionale, qui nécessite une coordination diplomatique continue avec les partenaires sahéliens. Les gouvernements du Mali et de la Guinée sont en première ligne pour structurer des corridors commerciaux plus résistants aux pressions extérieures. Les effets seront évalués à travers la fluidité des échanges essentiels et la création de mécanismes financiers alternatifs. Cette coopération vise à diluer les risques tout en renforçant la crédibilité collective. Le troisième axe implique la diversification des sources de financement, principalement par des accords bilatéraux hors du cadre occidental traditionnel. Les ministères économiques doivent négocier des lignes de crédit compatibles avec les projets nationaux à moyen terme. La réussite se mesurera à la stabilité du budget d'investissement et à la capacité de maintenir des infrastructures essentielles. Ce levier réduit la dépendance et donne plus de marge aux réformes internes. Le quatrième axe se concentre sur les infrastructures sociales, qui exigent une planification rigoureuse et une allocation ciblée des ressources. Les priorités incluent l'éducation, la santé et les services de proximité, évalués par des indicateurs de fréquentation, de couverture sanitaire et de capacité locale. Cette consolidation sociale sert de socle à la stabilité globale. Dans l'ensemble, Ibrahim Traoré doit assurer la cohérence entre ces axes pour donner une direction lisible. Cette feuille de route transforme la résistance en stratégie durable, mesurable et progressive. L'une des images qui demeure, et c'est celle aperçue aux premières heures de la crise. La foule rassemblée devant les bâtiments publics, silencieuse mais déterminée, tandis qu'un pays tout entier attendait la suite. Ce moment, capté entre l'uniforme austère et les regards confiants des habitants d'Ouagadougou, a servi de point d'ancrage émotionnel à une transformation qui dépassait la simple réaction politique. Cette scène a rappelé que les trajectoires nationales commencent souvent par des instants discrets, portés par des gestes individuels qui résonnent bien au-delà de ceux qui les accomplissent. À travers cette image, une continuité se dessine. Les choix entrepris depuis lors semblent prolonger l'élan né ce jour-là, comme si un pacte tacite avait uni les aspirations populaires aux décisions institutionnelles. Ce lien souligne qu'un pays ne se transforme réellement que lorsqu'une population reconnaît dans ses dirigeants un reflet de ses propres attentes. Cette reconnaissance donne un sens particulier à la posture adoptée par Ibrahim Traoré, qui s'inscrit dans la mémoire collective comme un vecteur de cohésion. L'émotion qui accompagne ces souvenirs n'est pas un embellissement, mais la trace durable d'un basculement historique. Les transformations en cours au Burkina Faso invitent chacun à réfléchir à la manière dont un pays peut redéfinir ses rapports avec le monde sans renoncer à sa cohésion interne. Les débats, soulevés autour de la souveraineté, de la gestion des ressources
et du rôle des alliances, rappelle Sun que ces questions ne concernent pas seulement les décideurs, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du continent. Cette trajectoire fait émerger un besoin plus large, comprendre comment une nation peut défendre ses priorités tout en maintenant un échange constructif avec son environnement régional et international. Les enjeux ne résident pas uniquement dans les choix institutionnels, mais aussi dans la capacité collective à ouvrir des espaces de discussion plus nuancés. L'invitation est simple: poursuivre la conversation, partager les analyses et confronter les perspectives. Cette démarche permet de donner du sens aux évolutions observées et d'enrichir la compréhension des défis à venir. Les transitions profondes ne se bâtissent jamais dans le silence. Elles se façonnent dans l'échange, dans l'écoute et dans la volonté de penser ensemble les trajectoires possibles. Que chacun apporte sa voix contribue à éclairer les chemins encore incertains